Bien le bonjour mes chères petites bactéries. Aujourd'hui, suite de l'épisode 5, l'épisode où on voyait factuellement, concrètement comment le tour de magie des banquiers s'opérait pour fabriquer de la monnaie. Dans cet épisode 6, nous allons voir ce qui se passe après, parce que effectivement ça a l'air tellement hallucinant, tellement délirant que l'on puisse fabriquer comme ça de la monnaie sans rien payer. Il se passe bien quelque chose après, et oui, après il se passe quelque chose, et c'est ce que nous allons voir, et nous allons surtout voir les conséquences de ce qui se passe derrière. Donc je vous avais laissé avec Monsieur Poulet qui a emprunté 100 € à la banque. La banque a fabriqué ces 100 € de monnaie scripturale secondaire à partir de rien entre guillemets, parce qu'en réalité c'est à partir de la signature d'un contrat de prêt entre guillemets aussi. Ce ne sont pas des prêts, ce sont des crédits que les banques nous accordent. Les 100 € plus 100 € d'intérêt, c'est-à-dire les 100 € de prêt entre guillemets plus les 100 € d'intérêt, c'est la dette que Monsieur Poulet a envers la banque, à mettre donc aux actifs de la banque. C'est ce qu'il doit rembourser. Les 100 €, les moins 100 € sont les 100 € de monnaie scripturale secondaire versés au compte de Monsieur Poulet, et c'est la dette de la banque envers Monsieur Poulet. Oui, parce que à tout moment, Monsieur Poulet peut théoriquement demander à la banque de la monnaie centrale, des billets de banque, entre parenthèses, en échange. Ces moins 100 € sont donc à mettre au passif du bilan de la banque. Que va-t-il se passer lorsque Monsieur Poulet va dépenser ces 100 €? Parce que s'il a demandé 100 € à la banque, c'est pas pour le plaisir d'avoir 100 € sur son compte en banque. Eh bien, pour les besoins de la démonstration, nous allons dire que Monsieur Poulet achète une voiture à Monsieur Patate. Je vous rappelle que Monsieur Poulet et Monsieur Patate ont leur compte en banque à la même banque, la banque A ou la banque Route, si vous aimez les jeux de mots débiles, et que, bien entendu, Monsieur Poulet va payer Monsieur Patate en monnaie secondaire scripturale, c'est-à-dire qu'il va utiliser soit son carnet de chèques, soit sa carte de crédit. Que se passe-t-il alors? Eh bien, tout simplement, les 100 € nouvellement crédités sur le compte de Monsieur Poulet, les 100 € mauves là, les 100 € en monnaie secondaire scripturale, vont être transférés du compte de Monsieur Poulet sur le compte de Monsieur Patate. En échange, Monsieur Poulet reçoit bien évidemment la voiture. Alors, voyons maintenant ce qui se passe du point de vue du bilan de Monsieur Poulet et du bilan de la banque. Monsieur Poulet se retrouve à nouveau avec 0 € sur son compte et une voiture pour actif. Les nouveaux 100 € sur le compte du vendeur de la voiture, c'est-à-dire Monsieur Patate, deviennent une dette de la banque envers lui et restent au passif de la banque, tout simplement. En ce qui concerne la banque, absolument rien n'a changé. Elle avait autrefois une dette envers Monsieur Poulet, elle se retrouve maintenant avec une dette envers Monsieur Patate, tout simplement. Maintenant, voyons voir ce que Monsieur Patate va faire avec ces 100 €. Eh bien, on va dire que Monsieur Patate achète une table à Monsieur Tabouret. Je vous rappelle que Monsieur Tabouret, lui, a son compte à la banque B, à la banque AL. Pour payer sa table, il utilise sa carte de crédit. Eh bien, exactement comme tout à l'heure, 100 € de monnaie secondaire scripturale sont transférés du compte de Monsieur Patate sur le compte de Monsieur Tabouret. Et là, si vous vous rappelez l'épisode 2 ou l'épisode 3, je ne m'en souviens plus, vous comprenez qu'il y a un déséquilibre au niveau du bilan de la banque B, de la banque de Monsieur Tabouret. C'est-à-dire que tout d'un coup, la banque AL, la banque B, se retrouve avec une dette de 100 € envers Monsieur Tabouret. C'est-à-dire que 100 € sont inscrits au passif de son bilan, c'est-à-dire que son bilan s'alourdit de 100 €. Elle a une dette de 100 € qu'elle n'avait pas avant. Pour rééquilibrer cette dette, nous avons déjà vu que 100 € de monnaie centrale scripturale, la petite monnaie verte en haut, était de ce fait transférée sur le compte de la banque B, de la banque AL. Voyons ce qui se passe au niveau du bilan de ces deux banques. Je vous rappelle que Monsieur Patate avait 100 € sur son compte en banque. Ces 100 € étaient inscrits au passif du bilan de la banque A, de la première banque, la banque de Monsieur Patate. Lorsque Monsieur Patate a acheté sa table à Monsieur Tabouret, il a transféré, grâce à sa carte de crédit, 100 € sur le compte de celui-ci, sur le compte de Monsieur Tabouret. Et de ce fait, 100 € ont été automatiquement transférés au passif du bilan de la banque de Monsieur Tabouret, de la deuxième banque, de la banque B. Pour rééquilibrer ce déséquilibre, 100 € devraient normalement être transférés de la banque A vers la banque B en monnaie centrale scripturale. Alors je dis normalement parce que en réalité ça ne se passe pas exactement comme ça, en tout cas ça ne se passe pas comme ça en temps réel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un échange de monnaie secondaire scripturale, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un paiement, soit en carte bleue, soit en prélèvement, soit en virement bancaire, ou alors en paiement grâce à un carnet de chèques, un chéquier, et des transactions comme ça, il y en a des milliards tous les jours, et bien à chaque fois qu'une de ces opérations se fait, c'est-à-dire qu'un transfert de monnaie scripturale se fait, il n'y a pas un transfert de monnaie centrale au même moment pour équilibrer.
Et ça, c'est justement ce que nous devions voir dans l'épisode 3, ce qui m'a posé un petit peu de problème, et puis finalement je me suis dit que c'était une bonne idée de le faire seulement maintenant. L'épisode 3 qui va sortir après celui-là et que vous allez regarder avec attention, parce qu'il y a une notion assez importante que j'aborde dans cet épisode 3, c'est-à-dire le fait que les banques essayent d'équilibrer leur activité en fonction du prorata de la clientèle qu'elles ont. C'est-à-dire qu'une banque qui a à peu près, disons, 20% du marché bancaire, c'est-à-dire qu'elle a 20% des clients, c'est-à-dire des agents non bancaires, eh ben, elle essaye de faire en sorte que son activité, en termes notamment de crédit, ne dépasse pas les 20%, et ce pour éviter les fuites. Évidemment que si vous comprenez bien cette histoire de compensation que j'explique dans l'épisode 3. Imaginons qu'une banque n'a qu'un seul client et qu'elle s'amuse à prêter, plus exactement à créditer le compte de ce client d'1 milliard d'euros. Eh bien, vous avez 100% de chance que ce seul client dépense ce milliard d'euros dans une autre banque, c'est-à-dire le dépense achète quelque chose à un client ou à des clients qui seront forcément sur une autre banque. Ce qui voudrait dire que du coup, cette banque-là, cette banque qui n'aurait qu'un seul client, devrait ce milliard d'euros aux autres banques dans lesquelles il aura été transféré. Ce qui signifie que nécessairement, cette banque devra payer aux autres banques le milliard d'euros. Ce qui signifie qu'elle aura obligation de détenir ce milliard d'euros. A l'inverse, quelle chance y a-t-il que les autres clients des autres banques s'amusent à dépenser et à payer en retour ce seul client de cette banque étrange qui n'a qu'un seul client, dépense pour 1 milliard d'euros en achetant à cette seule personne pour 1 milliard d'euros. Il n'y en a quasiment aucune. Donc aucune chance que la compensation aboutisse à un résultat nul ou quasi nul. Enfin bon, mais ça c'est ce que nous allons voir dans l'épisode 3 qui sortira après l'épisode 6. Épisode que je vous conseille de voir juste après, parce que je vais le sortir, je pense, dans la foulée. Voilà. Revenons donc, si vous le voulez bien, à nos amis Monsieur Patate, Monsieur Poulet et Monsieur Tabouret. Le fait que cette monnaie nouvellement créée ex nihilo par la banque à l'occasion du crédit serve de moyen de paiement à nos trois compères, là, cela signifie que, du coup, si vous comprenez bien, 100 euros ont été ajoutés à la masse monétaire. C'est-à-dire à ce fameux cercle mauve que l'on voit là, ces fameux 95% de monnaie qui composent la masse monétaire. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant, et c'est là qu'est réellement le nœud du problème. Parce que c'est ça qu'il est absolument essentiel de comprendre, le remboursement du crédit et la destruction monétaire. Le remboursement du crédit et la destruction monétaire, c'est véritablement la clé de voûte, c'est ce qui est la cause de tout le merdier dans lequel nous sommes. Si nous sommes obligés de travailler autant, si nous sommes obligés de produire autant de richesses, alors que ce n'est pas nécessaire, si nous produisons autant de richesses et que nous, à notre niveau, au niveau des agents non bancaires, on n'est pas plus riches que ça, et encore une fois, si vous vous en doutez, c'est que vraiment vous vivez dans une espèce de bulle, dans une bulle médiatique, une espèce de bulle BFM ou je ne sais quoi, mais je vous assure qu'on n'a jamais produit autant de richesses, et pourtant, j'ai pas l'impression qu'on s'enrichisse tant que ça. Regardez l'intro de la dernière vidéo de l'épisode 5, vous comprendrez les écarts de richesse entre véritables riches, pour moi riche c'est à partir d'1 milliard d'euros, je l'ai déjà dit, et les autres. Eh bien c'est ça que nous allons voir maintenant, c'est-à-dire nous allons comprendre comment fonctionne le remboursement du crédit et par de fait la destruction monétaire, puisque la monnaie nouvellement créée, fraîchement créée, est détruite, c'est ce que nous allons voir, lors de son remboursement, avec le petit hic du fait que les intérêts doivent être eux aussi payés, remboursés, avec de la monnaie qui n'a pas encore été créée. C'est ça le nœud du problème, on va voir ça tout de suite. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Le remboursement du crédit et la destruction monétaire. Là, ça devient une espèce de billard à trois bandes. On a la banque qui a une créance sur Monsieur Poulet, Monsieur Poulet qui a une dette envers la banque, la masse monétaire qui est la quantité de monnaie dans l'économie, quantité de monnaie dans laquelle Monsieur Poulet devra puiser, qu'il devra capter par son travail et ce qu'il produit pour rembourser les 100 euros qu'il a empruntés, mais aussi les 100 euros d'intérêt. Nous décidons, pour simplifier la démonstration, que, avant le crédit de Monsieur Poulet, la masse monétaire était à 0. Voyons ce qui se passe. Grâce, entre guillemets, ou plutôt à cause du crédit de Monsieur Poulet, il y a maintenant 100 euros qui circulent dans l'économie. Il y a 100 euros dans la masse monétaire. Monsieur Patate travaille, produit des richesses, vend des services ou des biens, peu importe ce qu'il fait, qu'il soit petit patron, grand patron ou simple employé, il vend sa force de travail, il vend une production, il vend son énergie.
Il récupère donc 10 euros. Avec ces 10 euros, il effectue son premier remboursement. Il transfère donc 10 euros à la banque. Automatiquement, la banque détruit ces 10 euros puisque la dette de Monsieur Poulet envers elle n'est plus que de 90 euros plus 100 euros d'intérêt. C'est un jeu à somme nulle en réalité, si vous comprenez bien. Ce qui signifie qu'en termes de bilan, aux actifs du bilan de la banque, il n'y a plus que 90 euros plus 100 euros d'intérêt, et au passif de Monsieur Poulet, il n'y a plus que 90 euros plus les 100 euros d'intérêt. Le total, c'est-à-dire le bénéfice net de la banque, ne change pas, il est toujours de 100 euros, c'est les 100 euros d'intérêt, et puis la perte sèche de Monsieur Poulet, elle est toujours de 100 euros, puisqu'il a acheté sa voiture non pas 100 euros, mais 200 euros, c'est-à-dire le prix de la voiture, plus les 100 euros d'intérêt qu'il versera à la banque. Pour l'instant, le bénéfice de la banque est de 0 euros. Donc, Monsieur Poulet travaille, il récupère 10 euros, il commence à rembourser son crédit, il donne ses 10 euros à la banque, il y a alors destruction de ces 10 euros par la simple suppression d'une écriture comptable, et ce jusqu'à ce que le prêt soit intégralement remboursé. Monsieur Patate travaille, produit de la richesse, et capte petit à petit, au fur et à mesure, les euros nécessaires au remboursement de son crédit jusqu'à ce qu'il ait intégralement remboursé ce qu'il a emprunté entre guillemets. Nous en arrivons donc à une masse monétaire qui est égale à 0. Il n'y a plus d'argent dans la masse monétaire puisque Monsieur Poulet a repris les 100 euros qu'il avait mis et que ces 100 euros ont été détruits par la banque pour équilibrer tout simplement son bilan. Monsieur Poulet a remboursé les 100 euros empruntés, la masse monétaire est à nouveau à 0. Alors faisons un premier petit point à ce stade-là de l'opération. La masse monétaire n'a pas augmenté. Le bilan de Monsieur Poulet est équilibré. Il a dans ses actifs un bien matériel, la voiture, en partant du principe que la valeur de celle-ci ne se déprécie pas avec le temps. Et il a au passif de son bilan les 100 euros d'intérêt qu'il n'a pas encore commencé à payer. Le bilan de la banque, elle a dans ses actifs les 100 euros d'intérêt que Monsieur Poulet lui doit toujours, et 0 euros au passif, puisque la monnaie qu'elle a créée ex nihilo a été détruite. Son bilan est donc positif de 100 euros. Voyons voir ça sur le schéma, c'est toujours plus explicite à un petit dessin. À gauche du bilan de Monsieur Poulet, il y a toujours la voiture qui vaut 100 euros, en admettant encore une fois qu'elle ne se déprécie pas. À son passif, au passif du bilan de Monsieur Poulet, il y a toujours les 100 euros d'intérêt qu'il doit à la banque. Du point de vue de la banque, il y a toujours ces 100 euros d'intérêt que Monsieur Poulet lui doit dans ses actifs, à l'actif de son bilan. Et à son passif, elle a 0 euros, puisqu'elle ne doit plus rien à personne et que la monnaie a été détruite. Total de son bilan, 100 euros positif. Et en ce qui concerne la masse monétaire, la masse monétaire est redevenue à 0. Et là, je pense que vous commencez à comprendre quel est le problème. Monsieur Poulet doit toujours 100 euros à la banque. Il est censé pouvoir puiser dans la masse monétaire les euros qui lui sont nécessaires au remboursement pour rembourser son crédit. Et il n'y a plus d'argent dans la masse monétaire, puisqu'il a repris lui-même les 100 euros qu'il avait ajoutés. Alors, maintenant que Monsieur Poulet a repris les 100 euros qu'il avait mis dans la masse monétaire pour rembourser ce qu'il a emprunté, entre guillemets, comment fait-il pour rembourser les intérêts qu'il doit toujours à la banque ? Eh bien, la seule solution est que quelqu'un d'autre s'endette auprès de la banque, que quelqu'un d'autre emprunte à nouveau 100 euros. Voyons comment ça se passe. Ah, une chance! Monsieur Tabouret emprunte lui aussi 100 euros. Donc Monsieur Tabouret injecte 100 euros dans la masse monétaire. Monsieur Poulet va pouvoir reprendre ces 100 euros au fur et à mesure et rembourser les intérêts qu'il doit. Sauf que cette fois-ci, les petits euros que Monsieur Poulet verse à la banque en paiement des intérêts de ce qu'il a emprunté entre guillemets ne sont pas détruites, mais vont directement dans la poche du banquier. C'est comme ça que le banquier gagne sa vie, entre autres. Alors encore une fois, pour les besoins de la démonstration, nous allons contracter les échelles de temps et d'espace et nous allons segmenter les remboursements. Disons qu'il n'y aura que Monsieur Poulet qui pourra prélever dans la masse monétaire la monnaie, les euros qui lui sont nécessaires au remboursement de des intérêts de son emprunt, entre guillemets. Et nous dirons que Monsieur Tabouret attend patiemment pour, à son tour, rembourser ce qu'il a emprunté, ce qui lui a été crédité plus exactement, et les intérêts. Voilà, Monsieur Poulet a enfin remboursé les 100 euros qui lui ont été crédités, plus les intérêts. Monsieur Bibi s'est mis donc 100 euros dans la poche sans faire grand chose au final. Et la masse monétaire se retrouve à nouveau à 0. Bilan de l'opération. Même après le deuxième crédit de 100 euros contracté par Monsieur Tabouret, la masse monétaire est à nouveau à 0. Monsieur Poulet a totalement remboursé la banque. Dans ses actifs, il a un bien matériel, une voiture, qui leur a payé le double de sa valeur. La situation de la banque ne change pas. Elle a toujours 100 euros d'actifs. 100 euros qui ne sont plus une dette, mais de l'argent réel. La banque a fait un bénéfice de 100 euros. Alors j'aime bien ce petit schéma là où on voit deux éclairs de 100 euros au bilan de Monsieur Poulet et de Monsieur et de la banque.
de la banque. Monsieur Poulet a 100 euros d'actifs, mais en biens matériels, c'est-à-dire la voiture, et la banque, elle a 100 euros en monnaie. C'est-à-dire qu'en réalité, Monsieur Poulet n'a pas acheté sa voiture à Monsieur je ne sais qui, mais il l'a acheté à la banque. Comment se fait-il que Monsieur Poulet se retrouve avec une voiture et que la banque se retrouve avec la valeur de sa voiture écrite à son passif? Mais à quoi a servi la banque dans toute cette histoire? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer sérieusement à quoi cette banque a servi, si ce n'est à se glisser entre deux acteurs économiques, à se mettre entre un échange, entre quelqu'un qui produit quelque chose, qui vend quelque chose et quelqu'un qui achète, et à prélever son dû au passage. Là, une banque ne fait rien d'autre que ça. C'est-à-dire qu'elle est une espèce de parasite qui se met entre un vendeur et un acheteur, et elle prélève sa commission au passage. C'est quand même rigolo. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire. Parce que pour s'acheter sa voiture à 100 euros, Monsieur Poulet a prélevé de la masse monétaire 100 euros, la valeur de la voiture. Puis ensuite, il a prélevé à nouveau 100 euros pour rembourser les intérêts du crédit qui lui a été accordé par la banque. Au total, pour un bien d'une valeur de 100 euros, Monsieur Poulet aura retiré de la masse monétaire 200 euros. Donc revenons sur le petit problème qui se posait tout à l'heure. Si un crédit bancaire augmente la masse de monnaie en circulation, son remboursement la diminue d'autant, plus les intérêts. C'est-à-dire dans notre exemple, le double. Excusez-moi d'insister, hein, mais ça me paraît tellement important ce truc-là. Monsieur Poulet a injecté dans la masse monétaire 100 euros pour s'acheter quelque chose qui vaut 100 euros, et il a retiré de cette même masse monétaire 200 euros pour son achat et pour le remboursement des intérêts réclamés par la banque. Voilà, allez, on continue un petit peu de rigoler. On n'aurait pas oublié quelqu'un. Rappelons-nous que pour rembourser ces 100 euros de prêt, plus les 100 euros d'intérêt, il a fallu que Monsieur Tabouret emprunte 100 euros à son tour. Or, puisque ces 100 euros de prêt à lui ont été captés par Monsieur Poulet, comment va-t-il rembourser ces 100 euros plus 100 euros d'intérêt à lui? Vous pouvez me le dire? Eh ben, je pense que vous avez déjà trouvé la réponse à cette question. Pour que Monsieur Tabouret puisse rembourser ce qu'il a emprunté, il faut qu'un autre acteur économique emprunte à son tour. Et là, on va dire donc que c'est Monsieur Patate. Alors, voyons ce qui se passe dans notre petit schéma intéressant. Nous avons donc Monsieur Poulet, Monsieur Tabouret et Monsieur Patate, qui sont des acteurs économiques. Et nous avons Bibi, là-haut, hein, tout en haut, qui lui est le banquier. Et à droite, nous avons l'évolution de la dette de nos trois compères. Monsieur Poulet emprunte 100 euros. Il rajoute donc à la masse monétaire 100 euros. La dette générale, on va dire, s'incrémente de 200 euros. Il reprend ces 100 euros pour rembourser son crédit. La masse monétaire est à nouveau à 0. Et la dette, elle, n'est plus que de 100 euros, les 100 euros d'intérêt. Pour rembourser ces 100 euros d'intérêt, il faut que Monsieur Tabouret emprunte à son tour 100 euros. Si vous avez bien compris, la dette est maintenant à 300 euros. Les 200 euros d'emprunt et les intérêts de Monsieur Tabouret, plus les 100 euros d'intérêt que Monsieur Poulet n'a toujours pas remboursé. Je vais vous laisser jeter un petit coup d'œil sur le graphe de droite sans le commenter, parce que après on arrive à des chiffres tellement énormes, ça va tellement vite que, excusez-moi, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de tout décrire. Donc, Monsieur Tabouret, lui, emprunte aussi 100 euros, à toujours au même tarif, hein, c'est-à-dire qu'il doit rembourser 100 euros d'intérêt. Ça, c'est pour les besoins de la démonstration, c'est pour simplifier. Hein. Si j'avais commencé à faire des calculs savants avec 2% d'intérêt sur 20 ans, 15 ans, 10 ans, ce serait compliqué. Comprenez juste le principe, hein. Commencez pas à me casser les noix avec non, mais des prêts à 5%, il n'y en a plus, maintenant c'est plutôt 2%, blablabla. Bon. Où est-ce que j'en étais? Donc Monsieur Tabouret emprunte à son tour 100 euros. Super, dit Monsieur Poulet, je vais pouvoir récupérer ces 100 euros et payer les intérêts que je dois à Bibi le banquier. Les 100 euros se retrouvent donc sur le compte de Monsieur Bibi, c'est son bénéfice net. Or, petit problème, Monsieur Tabouret, lui, a toujours une dette de 200 euros, hein, en bas à droite, vous voyez sur le graphe. Il ne peut pas rembourser cette dette puisque la masse monétaire, à son tour, est redevenue nulle et est retombée à zéro, puisque Monsieur Poulet a tout piqué. Pour qu'il puisse rembourser son prêt plus les intérêts, hein, Monsieur Tabouret, il faut qu'un autre acteur économique emprunte à son tour. On va dire que c'est Monsieur Patate. Et lui, par chance, par bonheur, par hasard, ou parce que j'en ai décidé ainsi, lui, il emprunte 200 euros. Super, se dit Monsieur Tabouret, je vais pouvoir prendre ces 200 euros et rembourser ce que je dois, c'est-à-dire les 100 euros que j'ai empruntés plus les 100 euros d'intérêt. La masse monétaire est à nouveau retombée à zéro, puisque Monsieur Tabouret a tout piqué.
Le profit net du banquier se retrouve donc de 200 euros. Mais la dette générale, plus exactement la dette de monsieur Patate, est toujours de 400 euros. Il doit toujours 400 euros à la banque, mais la masse monétaire est nulle. Aïe, comment est-ce qu'on fait, hein? Alors, eh ben pour ce faire, il faut que monsieur Poulet ait la gentillesse, lui, d'emprunter 400 euros. Ouais, monsieur Poulet veut s'acheter un tracteur. Super, c'est ce qu'il fait. Coup de chance. Alors, vous voyez déjà la dette augmenter, hein, parce que si monsieur Poulet emprunte 400 euros, il doit 800 euros à la banque. Il y avait déjà 400 euros de dette, plus 800, on en est à 1200 de dette. Bref, excusez-moi de rigoler. C'est ma partie préférée, celle-là. Grâce aux 400 euros empruntés par monsieur Poulet, monsieur Patate va pouvoir rembourser le banquier. La dette donc diminue du remboursement de monsieur Patate. Mais là, c'est monsieur Poulet qui se retrouve embêté parce que la masse monétaire est à nouveau à 0. Et monsieur Poulet, je le rappelle, a emprunté 400, c'est-à-dire qu'il doit 800. Pour rembourser ces 800, il faut absolument que quelqu'un d'autre emprunte 800. Coup de chance, monsieur Tabouret, lui, emprunte 800. Super. Petit aparté, la dette est maintenant de 2400. Hein. Grâce aux 800 empruntés par monsieur Tabouret, monsieur Poulet va pouvoir rembourser sa dette. Profit maintenant du banquier, 800 euros. Mais alors là, c'est monsieur Tabouret qui est embêté, parce que lui, il a emprunté 800, il doit 1600, et il y a à nouveau 0 dans l'économie. Ah, bah alors ça n'en finit jamais. Comment faire pour que monsieur Tabouret puisse rembourser ses 1600 qu'il doit à Bibi? Et ben pour ce faire, il faut que monsieur Patate emprunte 1600, etc., etc., etc. Ça n'en finit jamais. C'est une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que en réalité, le système de la création monétaire actuelle est basé sur une exponentielle. Or, rien dans la nature ne croît de façon exponentielle, croyez-moi, hein, même quand vous faites exploser une charge atomique, c'est-à-dire de l'uranium ou de je ne sais quoi, avec ce principe d'un neutron qui percute deux autres atomes d'uranium qui vont à leur tour libérer deux autres neutrons qui vont percuter, etc., etc., et ben ça fait effectivement ce qu'on appelle une réaction en chaîne, hein, une espèce d'exponentielle, mais la réaction s'arrête à partir du moment où il n'y a plus de matière fissible. Dans notre cas, nous, comment ça se passe? Eh bien, ce système croît en permanence, hein, c'est pour ça que les hommes politiques vous parlent de croissance en permanence. En réalité, la croissance est une dinguerie, c'est une absurdité pure et démentielle, puisque nous vivons dans un monde qui est fini, c'est-à-dire qui est limité, avec des ressources limitées, et nous utilisons un système monétaire qui, lui, est basé sur une exponentielle, sur une croissance exponentielle infinie. Évidemment que ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner. Parce que ça nous pousse à piller nos ressources naturelles, ça nous pousse à consommer plus, ça nous pousse à rendre absolument tout marchand, ça nous pousse à nous faire la guerre les uns contre les autres. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit. Effectivement, tout à l'heure, je disais que nous allons segmenter les remboursements, c'est-à-dire que monsieur Poulet, monsieur Patate, monsieur Tabouret allaient rembourser chacun les uns après les autres. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, nos trois compères là, ils se battent tous pour avoir de la monnaie qui est toujours rare, parce que effectivement, à chaque fois qu'on met de la monnaie dans la masse monétaire, on doit en récupérer plus que ce que l'on a mis. Et pour récupérer ce plus que l'on a mis, il faut que quelqu'un d'autre emprunte en permanence, en permanence. Donc c'est ce que l'on appelle la guerre de tous contre tous. En permanence, monsieur Poulet, monsieur Tabouret et monsieur Patate sont en compétition les uns envers les autres pour récupérer un maximum de monnaie. Si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que les gens sont à ce point individualistes, pourquoi est-ce qu'ils cherchent à devenir riches, pourquoi est-ce qu'ils cherchent à capter toujours plus de monnaie, que ce soit des grands patrons ou des petits patrons ou des simples salariés, etc., on est tous en guerre les uns contre les autres, alors qu'en réalité nous sommes tous, et je répète bien, et les gauchistes de base seront pas d'accord avec moi, diront mais non, tout ça c'est de la faute de patron, mais en réalité nous sommes tous dans le même bateau, j'insiste là-dessus. Le patron, lui aussi, il a des dettes, lui aussi, il a un crédit à payer. Et c'est pour ça qu'il cherche à entuber le plus possible ses employés, c'est pour ça qu'il cherche à délocaliser son entreprise de façon à payer moins des esclaves qu'il trouvera au Bangladesh ou je ne sais où. C'est la raison de tout ce merdier. Si on est obligé, encore une fois, de payer cette dette exponentielle, c'est-à-dire que si on est obligé de piller la planète, c'est à cause de ce système-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, me direz-vous? Mais bon sang, je vais pas être grossier. Déjà, comprenez le système. Déjà, comprenez comment ça marche. Comprenez plutôt comment ça ne marche pas. Entraînez-vous à l'expliquer aux autres. Entraînez-vous à être pédagogue. Entraînez-vous à parler de ça régulièrement autour de vous. Dès qu'une occasion se présente, parlez de ce sujet-là. Parce que c'est le sujet qui est
pour moi, qui est la clé de voûte de tout ce qui ne va pas. Et en plus de ça, c'est un sujet qui nous rassemble tous, quelle que soit notre religion, quelle que soit ou notre non-religion, quelle que soit notre couleur de peau, notre origine ethnique, quelle que soit notre nationalité. C'est un sujet universel parce que tous les pays du monde sont soumis, à part quelques-uns, hein, qui font partie de l'axe du mal, mais à part quelques-uns, Cuba, je crois, la Corée du Nord, je crois aussi l'Iran, etc., tous les pays du monde sont soumis à cette dictature monétaire, à cette dictature d'une petite poignée de crapules, hein. Ils sont 0,001% à être bénéficiaires de ce truc-là, c'est même pas 1%, hein. 1% c'est beaucoup trop. Ce sujet de la création monétaire est le grand dénominateur commun qui devrait tous nous rassembler. Même toi, espèce de petit crétin de droitard, sarkozyste ou filloniste ou je ne sais quoi, qui croit réussir dans la vie, qui croit être un gagnant parce que tu t'en sors moins mal que les autres, parce que tu arrives à te payer une Audi A4 flambant neuve, parce que tu vends des appartements, ou plutôt tu es tu, tu es un employé d'une agence immobilière, je ne sais quoi, je ne sais pas ce que tu fais, peu importe. Ou alors tout simplement tu vends du crédit et tu touches une com, hein, parce qu'il y a toujours des miettes qui tombent de la table du banquier. Hein. Même si tu fais partie de ceux qui ramassent ces miettes et que tu as l'impression de bien vivre, eh ben dis-toi que si on enlevait ce système-là, alors tu trouverais déjà un autre boulot, hein, un boulot honnête, mais au moins ce serait premièrement un boulot honnête et deuxièmement un boulot pour lequel tu serais rétribué à ta juste valeur, mon pote. Alors je dis ça, là je m'adresse à un conseiller financier fictif, mais je peux m'adresser aussi à quelqu'un qui est un garagiste par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a une petite PME, qui installe, je sais pas, des serrures sécurisées, je ne sais où. Tu gagnerais 2 fois plus que ce que tu gagnes, et si t'as pas envie de gagner 2 fois plus que ce que tu gagnes, tu travaillerais 2 fois moins, et encore quand je dis 2 fois moins, c'est peut-être entre 2 et 10 fois moins. On n'est pas obligé de produire autant, on n'est pas obligé de piller les ressources de notre planète, on n'est pas obligé de se faire la guerre, on n'est même pas obligé de comptabiliser ce que l'on produit. On a une telle puissance de production, une telle capacité de production de richesse maintenant, qu'il est absolument délirant de continuer à enrichir une petite poignée de crapules, je le répète, qui ne font absolument rien et qui commencent et qui de plus en plus s'empiffrent et deviennent les propriétaires de toute la planète avec 7 milliards d'esclaves à leurs pieds. Et eux qui sont tout en haut, et on peut même se demander, mais là on tombe dans on tombe presque dans l'eschatologie presque. On peut même se demander, mais bon sang, quel est leur projet? On est même en droit de se demander si ces gens-là ont pas un projet spécial, je ne sais pas, ou ont une vision du monde qui nous échappe. Pourquoi faire ça? Parce que, comme le disait Marc Chenet en introduction de la partie 5 de ma vidéo, c'est une boulimie. On ne peut pas consommer 5 milliards, c'est pas possible. On ne peut pas consommer 50 milliards, ce n'est pas possible. On peut encore moins consommer des centaines de milliards, voire des milliers de milliards. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose de fondamentalement malsain. J'ai bien peur, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je crois vraiment que c'est le héros, enfin, c'est le méchant plutôt de James Bond qui a gagné et qui domine la planète. Bon, je vais vous laisser là, mes chères petites bactéries. Je ne sais pas si je vais faire 2 épisodes ou un seul, un gros, pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette saloperie de putain de série de vidéos que j'ai eu tant de mal à faire. Peut-être que je referai tout depuis le début, une fois que tout est monté. Peut-être que je m'amuserai à réenregistrer le commentaire parce que je suis vraiment pas satisfait de ce que je fais. Et comme j'ai pas du tout envie d'écrire, ça a été assez fastidieux. Mais si vous avez été fidèle et si vous êtes allé jusqu'au bout de cette minable série de vidéos, eh bien je vous en remercie. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Alors la prochaine vidéo, ça sera l'épisode 3, mais la prochaine d'après, ce sera la concaténation de tous les épisodes en un seul, de toutes les versions courtes, sans les petits commentaires perso qui me venaient à l'esprit au moment de l'enregistrement, puisque tout est en totale improvisation. Je vous donne donc rendez-vous dans cette vidéo-là, qui sera regardée, parce que je pense que ce sera beaucoup plus efficace que de faire des petits bouts comme ça. Et puis, à vous de jouer, les gars, sans déconner. Les gars et les copines, hein, les copains, les copines, à vous de jouer, j'allais dire les gars. Je sais pas si c'est féminin de gars ou gars. Les copains, les copines, à vous de jouer, à vous de vous former, à vous de vous cultiver sur ce sujet-là, et à vous, bon sang, de passer le message. Comme disait Gérard Fouché, c'est pas aimez-vous les uns les autres, c'est réveillez-vous les uns les autres. C'est le petit colibri,
faites ce que vous avez à faire, parce que même si ça va bien pour vous pour le moment, ça va pas durer. Et même si vous échappez, si vous échappez à la déferlante qui nous arrive dans la gueule, ça sera vraiment pas le cas de vos gosses. Ou alors vous faites partie des 0,0001% et je doute que ça soit le cas. Bon courage mes chères petites bactéries et ben à bientôt. You bought the Porsche! In action! Send it to Billy, will ya?